Bonjour Johanna. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Hélène Ventier. Et vous faites quoi ici au CLA? Je suis Bonjour. bonjour monsieur. Je suis responsable pédagogique des formations de professeurs pour l'été. Et puis je suis aussi spécialiste de l'enseignement du français langue étrangère aux enfants aux préadolescents. Et je suis auteur de manuels et d'ouvrages didactiques pour la formation des enseignants pour l'enseignement du français langue étrangère aux enfants. Voilà. Je voudrais vous poser quelques questions à propos de la gestuelle et les chansons. Et donc, ma première question, c'est si vous pourriez parler très brièvement des intelligences multiples et comment ça joue dans l'apprentissage des chansons à travers les gestuelles. Alors, les intelligences multiples, cette théorie n'a pas été développée en France, mais aux États-Unis par un chercheur qui s'appelle Gardner. Bon, beaucoup de choses ont été éditées à ce sujet. Et c'est vrai que ça me semble assez intéressant à prendre en compte en classe, surtout quand on travaille avec des enfants, parce qu'on sait que les enfants ne font pas prioritairement appel à une intelligence formelle pour apprendre, comprendre et mémoriser, mais font appel à différents types d'intelligence qui vont leur permettre de comprendre, mémoriser, pouvoir reproduire du langage, etc. Et parmi ces intelligences diverses, ces intelligences multiples, on a l'intelligence kinesthésique, comme on peut avoir l'intelligence musicale, l'intelligence verbale, l'intelligence intrapersonnelle, interpersonnelle aussi quand on fait quelque chose avec les autres, intelligence du naturaliste, bref, différents types d'intelligence. Et en matière de chansons, on a bien sûr l'intelligence musicale, l'intelligence verbale et l'intelligence kinesthésique, si on ajoute des gestes, qui peuvent entrer en ligne de compte et qui vont favoriser les apprentissages, parce que plus on sollicite de formes d'intelligence diverses, plus on va pouvoir toucher un nombre d'apprenants important. Et ça, c'est notre but, parce qu'on veut essayer de faire en sorte que tous, quel que soit leur profil, puissent apprendre, puissent mémoriser, puissent comprendre et produire du langage. Voilà. Comment peut-on exploiter la gestuelle en cours de FLE, et pourriez-vous me fournir 3-4 exemples? Alors, on peut l'exploiter de façon très différente. On peut l'exploiter pour mémoriser du langage, où la gestuelle, le geste va être iconique et va illustrer un mot. Par exemple, le soleil, ça pourrait être ça. On pourrait l'illustrer aussi. On imagine une séance où les enfants vont apprendre le vocabulaire de la météo et on va faire intervenir la mémoire tactile et la mémoire gestuelle, où on va sur le dos les uns des autres dire il pleut, il neige, il y a du soleil avec des grands traits, il y a des éclairs. Donc ça, le geste illustre au niveau sémantique les structures langagières qu'on va introduire. Ça, bon, le geste qui illustre. Le geste pourrait être aussi en lien avec la phonologie, avec la prosodie. Et c'est quelque chose qui me semble très utile, dans le sens où la parole va accompagner le geste, va suivre le geste. Par exemple, un tout petit exemple, on sait qu'en français, c'est la dernière syllabe sonore d'un groupe rythmique d'un mot ou d'une phrase, d'ailleurs on l'entend quand je parle, d'une phrase qui va être allongée. Et j'ai remarqué, bon, il y a beaucoup de langues, on travaille avec des enseignants et des apprenants qui viennent de langues maternelles très très différentes. Et il y a très peu de langues où c'est cette dernière syllabe sonore qui est allongée. Donc les apprenants de langue étrangère qui apprennent le français ont souvent tendance à ne pas suffisamment prononcer cette dernière syllabe sonore ou ne pas être dans cette prosodie allongée de fin de phrase. Et quand on utilise par exemple le geste qui va prolonger, par exemple, je vais dire, je ne sais pas moi, prenons le mot spaghetti. Spaghetti, en français, il est accentué allongé sur le ti, alors qu'en anglais, il n'y est pas.
Non. Comment vous dites spaghetti en anglais? Spaghetti. Voilà. Et le D, on l'entend à peine, alors qu'en Ouais, français, ouais. c'est spaghetti. Ouais. Et quand on fait des choses comme ça, spaghetti, et qu'on on joue avec les enfants à allonger cette dernière syllabe sonore, bien évidemment, c'est dans la vraie vie, on ne dit pas un spaghetti, mais le fait d'allonger va permettre de retrouver un équilibre entre la langue maternelle et cet allongement pour être dans une bonne prosodie du français. On peut faire ça sur des mots, comme on peut faire ça sur des structures rythmiques ou sur des phrases. Autre utilisation aussi du geste, on peut faire correspondre un geste à un phonème pour permettre de mieux entendre, de mieux reproduire, en tout cas de mieux identifier ce phonème. Prenons par exemple le phonème U, qui n'existe pas en anglais, qui n'existe pas dans de nombreuses langues. Le U, pour le prononcer, on a la bouche, le nez, le visage qui part vers l'avant. Évidemment, on ne le remarque pas de façon notoire quand on est dans la vie sociale, mais tout est tendu vers l'avant, et contrairement au OU, où rien n'est tendu. Et si on prend des gestes pour habituer les enfants, je parle des enfants parce que je travaille beaucoup dans le domaine de l'enseignement aux enfants, mais avec des apprenants plus âgés, ça peut aussi fonctionner. Par exemple, un U, quand j'ai le U, je vais faire un signe comme ça qui part vers l'avant. Et quand j'ai le OU, qui est beaucoup plus en arrière, je vais faire un signe comme ça, OU. Et quand un enfant, par exemple, va dire une jupe au lieu de dire une jupe, ou la lune au lieu de dire la lune, moi, enseignante, si je lui dis non, pas la lune, il n'entend pas la différence. Je fais ce geste-là. On s'est habitué en classe à utiliser les gestes pour identifier le U, et tout de suite, ça lui permet de se dire, ah oui, là, je ne suis pas dans le bon phonème, et il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et on peut trouver des gestes qui vont correspondre au phonème on, phonème en, qui correspondent aussi au niveau postural, à l'articulation, à ce qui se passe dans l'appareil phonatoire quand on les prononce. Un O va être fermé, donc le on va être fermé. Le A est grand ouvert. Et donc j'ouvre au niveau postural, j'ouvre la cage thoracique, ce qui va me permettre de prononcer un A, et le en a la même ouverture que le A. Donc le en, je vais le nasaliser, et ouvrir très grand, et le on a la même ouverture que le O, donc est beaucoup plus fermé. Je vais prononcer le on comme ça, et le en comme ça. Est-ce que vous connaissez une petite, pas une comptine exactement, mais une petite suite de mouvements à propos de justement de ces phonèmes? Pas précisément, en fait, c'est pas vraiment des suites de mouvements, c'est quand on peut faire un travail sur la maison des sons. On va trier des mots et on va les mettre, ces mots, à partir d'images. Quand on travaille sur le son, on ne va jamais travailler avec les mots écrits, mais à partir d'images qui les représentent. Et par exemple, on peut travailler quel mot va-t-on mettre dans la maison du U, et quel mot va-t-on coller dans la maison du OU. C'est une bonne idée. Pour faire la différence, on peut faire la même chose entre la maison du 1, la maison du en, la maison du on, tous les phonèmes qui pose problème entre la langue source et la langue cible qu'on apprend, la langue étrangère. Est-ce qu'il y a des titres de comptines que vous connaissez qui justement travaillent sur... Mais c'est-à-dire, il y a certaines comptines, oui, alors je pense à 2 comptines précisément. Là, je pense à la comptine, mais ça c'est pour des jeunes enfants, la comptine du petit lapin sur le chemin. Rencontre un autre petit lapin, 1 et 1, 2. 2 petits lapins sont devenus copains. Et après, 2 petits lapins sur le chemin, voilà. Donc jusqu'à 5 petits lapins. J'ai 5 doigts sur ma main pour compter les petits lapins avec une gestuelle. Et dans cette comptine, on a le phonème 1 qui revient tout le temps. Donc on la travaille avec les élèves et après on leur demande, mais qu'est-ce qu'on entend toujours dans cette comptine? Et ça va nous permettre de faire un travail sur la maison du 1. Et le 1, il va être comme ça. Et on va toujours retrouver ce 1. Autre comptine aussi que je trouve très intéressante à différents niveaux, parce que c'est une comptine traditionnelle, donc qui fait partie de la culture française, francophone même.
Autre raison, parce qu'elle permet sur le plan grammatical de fixer certaines, d'approcher ou d'observer certains fonctionnements de la langue. Et puis aussi parce qu'elle permet une différenciation entre le U, justement, et le OU. C'est une très très vieille comptine, c'est un jeu chanté et dansé qui s'appelle Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y part. Si le loup y était, nous mangerait. Bon, on n'est pas obligé de prendre cette structure difficile. Et à un moment, on dit loup y es-tu, entends-tu, que fais-tu? Donc on a le OU et le U qui sont en opposition et on travaille sur le U. Et après, c'est intéressant au niveau grammatical parce que le loup s'habille, je mets ma culotte, je mets mes chaussettes, je mets mon pantalon, je mets mes lunettes, etc. Donc, mon, mes qui sont là, mises en action. Elle existe en anglais, cette comptine? Non, non. Mais je pense que ce serait intéressant si je pourrais trouver des enfants pour les filmer. Parce que justement, j'ai cette comptine dans mes livres et je n'ai jamais très bien compris comment ça doit se faire. Alors, c'est un jeu dans la cour, normalement. Le loup est caché, les enfants se promènent et disent « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup y est pas. Loup y es-tu, entends-tu, que fais-tu » Alors, on l'appelle. Et puis le loup est caché, il dit avec sa grosse voix, mais on peut mimer, on demande aux enfants de mimer, je mets ma culotte. Après les enfants chantent à nouveau, loup y es-tu, entends-tu, que fais-tu, je mets mon pantalon, et on mime. Et le loup s'habille et à la fin de la chanson, le loup dit, je prends mon chapeau et je sors. Et le loup se précipite, enfin l'enfant qui joue au loup, se précipite sur les enfants, il en attrape un, il le mange, entre guillemets, et c'est cet enfant-là qui devient le loup. Et les autres ont le droit de courir. Bien sûr, tout le monde court. Okay. C'est un peu comme en anglais, on joue à cache-cache, et c'est cet effet de compter qui donne un sentiment de, comment dire, de suspense, de tension, de frayeur. Exactement, de suspense, Ben, c'est très bien. Y a-t-il d'autres façons d'utiliser la gestuelle pour enseigner dans la classe que pour la chanson? On a parlé des phonèmes. Oui, on a parlé des phonèmes donc pour les rapports, prononciation, et ça permet aussi de travailler le rapport oral-écrit. Hein. Quand j'entends U, je vois quelle lettre dans les mots. Quand j'entends OU, je vois la lettre OU dans les mots. On a vu aussi pour illustrer le sens, hein, il pleut, on va faire des choses comme ça. Pour le rythme et la prosodie. Ok. En théâtre, évidemment, oui. L'idée, c'est que pour qu'une langue soit vivante en classe, il faut que les corps soient vivants. Sinon, la langue n'est pas vivante, elle ne sert à rien du tout. D'ailleurs, moi, quand je vous parle, regardez, je disais que vous avez quand même utilisé vos mains beaucoup. Je vous remercie énormément, c'est très intéressant. Au revoir. Au revoir, Johanna.